Je voulais simplement vous dire aussi que l'ensemble des webinaires Carnoto sont référencés et les replays sont disponibles sur la plateforme Actenmatch et aussi sur le site web de Carnoto. Donc, n'hésitez pas à retourner voir les replays des webinaires précédents. Et également, Carnoto a sa chaîne sur la plateforme Actenmatch. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce petit icône pour revenir sur les webinaires passés et d'ailleurs voir les webinaires à venir. Voilà, donc moi j'en ai terminé sur cette petite introduction. Je vais laisser la parole à Yann qui va introduire Carnoto. Je vous souhaite un excellent webinaire. Je reste connectée, même si je désactive maintenant ma caméra, mon micro. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé donc par la filière Carnoto, qui est le regroupement des instituts Carnot, donc en soutien à la filière automobile et la mobilité. Donc je suis Yann Gallet, je suis chargé de développement de partenariat pour Carnoto et je suis membre du CEA-LIST, qui est l'Institut des technologies numériques du CEA. Donc pour rappel, les instituts Carnot sont des structures donc de recherche publique qui ont vocation à développer la recherche partenariale, à savoir la conduite de travaux de recherche qui sont menés par des laboratoires publics en réponse aux besoins des entreprises, des PME jusqu'aux grands groupes et les autres acteurs socio-économiques afin de créer donc de l'innovation. Donc le réseau aujourd'hui compte 39 instituts labellisés Carnot. Et la filière, quant à elle, elle regroupe 9 instituts Carnot qui sont impliqués fortement donc dans la filière automobile et mobilité, avec l'objectif clé de renforcer la compétitivité et l'attractivité, en particulier des ETI, des PME et des TPE, en leur facilitant l'accès à l'innovation. Donc aujourd'hui, la filière se structure, articule son action autour de 3 grands défis qui sont les motorisations et vecteurs énergétiques, les matériaux et architecture, les technologies de l'information et de la communication et la mobilité. Donc comme vous pouvez le voir rapidement sur cette carte, l'ancrage de Carnoto, des partenaires en région est fort. Les 9 instituts sont organisés autour d'une 50aine de plateformes technologiques qui répondent aux enjeux de la filière automobile et mobilité. Et on vous invite bien évidemment à aller découvrir sur le site web de Carnoto et nos réseaux sociaux tous les détails sur ces différentes plateformes. Et donc, sans plus attendre, donc je souhaiterais rapidement introduire donc le webinaire d'aujourd'hui. Donc celui-ci, il s'intègre, comme évoqué par Marine, dans une suite de webinaires et en particulier sur le défi des technologies de l'information et de la communication pour la mobilité, avec pour thématique l'aide à la conduite, la gestion de la mobilité et les architectures logicielles et systèmes. Et c'est sur ce dernier volet des architectures logiciels et systèmes que la start-up Alcali se positionne. Donc pour le contexte, donc de 2016 à fin 2019, donc l'Institut Carnot CEA-LIST et l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi ont collaboré dans le cadre d'un projet stratégique du nom de FACE, qui avait pour objectif de repenser les architectures électriques et électroniques des véhicules afin de pouvoir notamment faire face à l'accroissement des applications et services qui sont basés sur l'intelligence artificielle et la connectivité. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'architectures dites orientées services qui sont basées sur des infrastructures de calcul centralisées, qui sont personnalisables, performantes et qui ont l'objectif de gérer le dynamisme et la modularité des prestations attendues. Et à la fin donc du projet FACE, il a été décidé donc de soutenir la création donc de la start-up Alcali afin de disséminer les résultats largement au sein de l'industrie automobile, mais aussi dans d'autres secteurs industriels afin de pouvoir bénéficier d'un effet d'échelle. Et donc Laurent et Paul, qui sont présents aujourd'hui, vont vous exposer déjà le contexte automobile, l'impact sur l'architecture matérielle et logicielle donc des véhicules et la stratégie qu'ils portent pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et donc Laurent, Paul, sans attendre, je vous laisse la parole déjà pour vous présenter et
et parler de l'activité d'Alcali. Merci beaucoup Yann, bonjour à toutes et à tous. On va d'abord se présenter succinctement, Paul et moi, ou moi et Paul, je vais commencer si tu veux Paul. Je m'appelle Laurent Legard, je suis un des 3 cofondateurs d'Alcali, effectivement. Je reviendrai sur pourquoi les slides bougent déjà alors qu'on n'a pas commencé là. Donc je suis un des 3 cofondateurs d'Alcali. Je raconterai vite fait notre histoire juste après. Moi, personnellement, j'ai 20 ans d'expérience dans le développement de produits automobiles. J'ai commencé dans le développement des logiciels de contrôle moteur diesel, puis du projet moteur essence. Et depuis 4 ans, ou les 4 dernières années, et ça vient de s'arrêter, j'étais en charge des projets d'innovation autour des architectures électriques et électroniques pour l'Alliance Renault-Nissan. Et donc très heureux d'avoir pu cofonder avec le soutien de Renault et du CEA la startup Alcali. Ok, donc moi c'est Paul Dubrul, je suis aussi cofondateur de la startup. Donc mon rôle c'est d'être directeur technique dans la startup. Avant ça, j'ai travaillé pendant une grosse dizaine d'années en tant qu'ingénieur-chercheur au CEA. Donc j'ai participé au programme FACE en particulier, et mes domaines d'expertise étaient sur l'intégration de logiciels à criticité mixte sur des plateformes hétérogènes. Merci Paul. Je vais commencer une présentation très, très générique, mais on va monter crescendo. Rassurez-vous, il y a un peu plus de lourd à la fin, mais je vais commencer relativement léger. Pour rappeler ce qu'a dit Yann juste avant, les relations qu'on a, nous, Alcali, avec le CEA List et puis l'Institut Carnot. Donc le CEA List, en tout cas, et beaucoup d'instituts génériques ou universitaires développent des technologies qui sont relativement avancées, multisources, mais qui ne sont pas forcément industrielles. De ça, ils font souvent des partenariats avec des industriels petits et gros pour promouvoir ce type de technologie. Donc le projet FACE a commencé comme ça. Et à l'issue de ce projet, enfin qui n'est pas terminé chez Renault, hein, et en tout cas, à l'issue de cette première phase, Renault a industrialisé une partie des résultats dans un premier développement et qui a été lancé en phase de pré-industrialisation avec des partenaires industriels. Et par contre, une partie orientée infrastructure logicielle et outils a été poussée en développement au travers de la startup Alcali parce que c'était un choix délibéré, hein, mais Renault n'est pas développeur d'outils. Et donc, l'intérêt, globalement, était de promouvoir de nouvelles technologies permettant d'alimenter l'ensemble de l'écosystème automobile, voire d'autres industries qui peuvent être intéressées par ce type de technologie, et c'est pour ça qu'il y a une 4e flèche tout en bas, avec un retour sur l'écosystème, puisque des nouveaux partenariats sont en cours de mise en place avec des acteurs de l'Institut Carnot et d'autres acteurs industriels. Voilà, on est hérité en tout cas de différentes strates de projets entre le LIST, certains acteurs industriels et puis d'autres partenaires de Carnot. Je vais revenir à un basique parce que celui-là il parle à tout le monde et moi le premier. On va parler beaucoup d'automobile aujourd'hui, mais je vais revenir 2 fois faire la comparaison avec le monde de la téléphonie. Parce qu'on entend beaucoup que là, aujourd'hui, les voitures, ça va devenir des smartphones sur roues. Alors, je pense que ce n'est pas vrai. Il ne faut surtout pas dire ça. N'empêche qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le smartphone, pour quasiment tout le monde aujourd'hui, quel que soit le niveau de vie d'ailleurs des pays, c'est devenu le centre de notre vie numérique. Quand on dit le centre de notre vie numérique, c'est que tout objet électronique sera invariablement comparé à l'expérience utilisateur apportée par un smartphone. Et la voiture en fait partie. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « Oh là là, moi, ma voiture, elle est beaucoup moins bien que mon smartphone. Lui, il sait faire beaucoup plus de choses. Je sais rajouter des fonctionnalités. J'en ai des nouvelles qui arrivent. J'ai mon nouvel iOS qui est déployé ou mon nouvel Android. Et ça m'apporte de la valeur. » Et la voiture est perçue comme étant souvent désuète au regard de ce monde digital qui est porté par le smartphone. Et il y a même des gens, alors plutôt jeunes, là, qui se disent hein, « Moi, j'achète la voiture en fonction de mon smartphone et pas l'inverse. » Et ça, il faut l'avoir en tête. On est tous conditionnés par l'expérience du smartphone. Si je reviens à l'automobile, l'automobile a une longue histoire, plus de 100 ans. Ça a commencé, alors tous les constructeurs, notamment français, hein, sont de l'industrie de la métallurgie.
Donc ça ne fait pas rêver. C'est un métier qui est relativement ancien, qui permettait juste de se déplacer. On est aujourd'hui à l'ère de la voiture dite intelligente. Alors on commence à avoir des choses relativement évoluées qui permettent de passer à des modes de conduite plus ou moins assistés dans différentes phases de conduite. Et puis est en cours de développement alors, les voitures de plus en plus connectées, communicantes entre elles, communicantes avec l'infrastructure, qui ouvrent la voie vers de la conduite autonome. Je rappelle juste que BMW avait annoncé les voitures autonomes niveau 4 et 5. Alors, je ne vais pas faire un épilogue sur la voiture autonome. Il y a d'autres webinaires qui en parlent bien mieux que moi. N'empêche que tout était prévu pour 2021. 2021, c'est dans un an. Voilà, ça n'arrivera pas. C'est plus compliqué que prévu et c'est plus long. Il y a des raisons pour ça. Certaines technologies ne sont pas prêtes, ou certains comportements ne sont pas prêts, ou certaines législations ne sont pas prêtes. Il n'empêche que ça arrivera, mais pas tout de suite. Et ça terminera probablement par une voiture qu'on peut appeler de digitale, qui sera complètement intégrée dans le monde de la mobilité, où on passera tantôt de sa voiture personnelle à une voiture partagée, à une trottinette qui, elle aussi, pourrait être partagée en transport en commun. Voilà, donc la voiture fera partie intégrante à la fois de notre monde digital personnel, mais aussi d'une ville, en tout cas d'une ville connectée, à différentes vitesses, mais en tout cas, c'est bien le trend vers lequel on va, mais aujourd'hui, on en est plutôt au début et pas encore à la fin. Il y a encore du chemin à faire. Si je reprends les tendances actuelles, là, c'est pareil, je défonce des portes ouvertes, mais c'est la communication officielle de la plupart des constructeurs automobiles aujourd'hui. La plupart disent les voitures de demain ou d'aujourd'hui sont connectées, électriques, autonomes. Alors la partie électrique aujourd'hui, on ne va pas trop en débattre. Ce qui a le plus d'impact sur les architectures électriques et électroniques, ce sont les parties connectées dans un premier temps et autonomes dans un second temps. Et ces tendances-là apportent un certain nombre de déclinaisons. Là, j'ai repris c'est pas moi qui ai fait ce slide, c'est Frost et Sullivan. Mais en tout cas, dans les déclinaisons, ça parle beaucoup de services, c'est-à-dire c'est quoi un véhicule connecté, c'est quoi un véhicule un peu plus autonome, et quels sont les services qui sont derrière tout ça, dont le client pourrait ou devrait avoir besoin. Donc, il y a toutes les parties d'achat ou de souscription de services directement dans la voiture. Comme on achète Netflix à la maison, on peut acheter des services supplémentaires directement à la voiture. Des super apps, donc des applicatifs qui seraient à la fois dans la voiture et aussi en dehors. La partie paiement depuis le véhicule, ça existe déjà en Chine pour payer la station-service. Une notion globale d'ubérisation des services de la voiture. Là, toute la partie gestion après-vente. Comment conserver la vie et de la valeur au véhicule. Je fais juste un aparté qui est intéressant par rapport au constructeur. Le prix de vente d'une voiture neuve, il est directement proportionnel à la valeur résiduelle de la voiture à 3 ans. Et le fait de maintenir des prestations au niveau up-to-date d'une voiture à 3 ans, finalement, ça a une valeur énorme pour un constructeur parce que ça lui permet de consentir moins de rabais sur la vente d'un véhicule neuf. Par exemple, un véhicule Tesla aujourd'hui, sa décote à 3 ans, elle est très faible et ça lui permet d'avoir des réductions nulles sur un véhicule neuf. Donc ça a une valeur énorme pour les constructeurs. Il y a des plateformes pour des véhicules autonomes, j'en ai déjà parlé un petit peu, et puis il y a toute la gestion des data, la Sensor Data Fusion, donc il y a comment agréger l'ensemble des data de la voiture et comment les monétiser. Et là, c'est pareil, il y a un marché énorme de la data dans les véhicules. Donc, on voit bien que derrière connecté autonome, finalement, c'est pas juste je branche un câble USB, je branche mon téléphone, donc elle est connectée. Ça va beaucoup plus loin. Les impacts profonds à la fois sur la technologie et sur la chaîne de valeur sont importantes. Sur la chaîne de valeur d'ailleurs et sur l'écosystème, là j'ai repris aussi une source PwC. À gauche, vous voyez 2 cercles avec en haut la valeur actuelle. La répartition de valeur actuelle dans les voitures entre équipements, donc qui sont plutôt la partie matérielle et le logiciel. Donc, on est dans un ratio 90-10. Dans le futur, il est perçu comme étant complètement chamboulé par l'arrivée une troisième part de camembert qui est le contenu, donc c'est la monétisation de toutes les données de la voiture, et puis une répartition égale de ce qui reste entre le logiciel et le matériel, donc 40-40.
Ça veut dire que la partie matérielle va fortement réduire. Et là, on voit à droite que ça aura un impact sur l'ensemble des acteurs de la filière automobile. Et il y a énormément d'acteurs installés dans la filière automobile. Il y a les fournisseurs d'équipements traditionnels qui doivent ou qui sont menacés et qui ont obligation de changer leur façon de travailler et ne plus s'axer uniquement sur la partie matérielle. Donc, il y a besoin de développer un peu plus de logiciels. Ça ouvre des portes à des nouveaux entrants de fournisseurs de contenu et d'expérience, donc des fournisseurs d'applicatifs, qui sont souvent des sociétés de la tech et qui ont des savoir-faire dans l'applicatif ou dans des systèmes d'exploitation orientés automobiles. Là, on pense aux GAFA, par exemple, hein, qui ont des forces de frappe assez importantes et qui savent extraire de la valeur de tout ça. Et puis à droite, des fournisseurs plutôt orientés logiciels automobiles, je pense qu'on en fait partie chez Algali, ou des reconversions ou des extensions d'activités de certains fournisseurs traditionnels qui, eux, doivent plus digitaliser ou apporter plus de valeur, en tout cas sur la partie logiciel automobile. Et ça, ce sont des impacts, une tendance de fond, malgré tout, qui se confronte à une réalité aujourd'hui, avec une électronique qui peut être perçue comme étant à 2 vitesses. Alors à 2 vitesses, c'est pour ça que j'ai mis une voiture rapide à gauche, hein. C'est une voiture rapide relativement chère quand même. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elle a, je ne sais plus combien d'années elle a, la GTR, elle a une bonne dizaine d'années. Elle est contrainte par une façon de développer qui est très ancienne et qui avait pour habitude de rajouter un calculateur à chaque fois qu'on rajoutait une prestation ou une fonction électronique dans la voiture. Une voiture moderne, quelle que soit la voiture, d'ailleurs petite ou grosse, hein, a environ entre 80 et 120 ECU, donc 120 calculateurs dans la voiture, reliés par un réseau plus ou moins obsolète. Alors le CAN est relativement obsolète, il est quand même performant pour ce qu'on lui demande. Des nouveaux types de réseaux sont en train d'être développés. Il n'empêche que gérer 90 calculateurs dans une voiture, c'est très long à développer, c'est très long à valider, et ça suit les cycles de véhicules qui sont en général de 6 ans de renouvellement d'un véhicule complet, avec quelques remises à jour relativement légères au milieu, alors au milieu ou une fois ou 2 fois, ça dépend des constructeurs, des véhicules et des phases, mais ça reste relativement rigide et difficile à faire évoluer. En face de ça, certains entrants sont arrivés, et celui qu'on connaît le plus, c'est pas le seul, mais en tout cas c'est le plus connu, c'est Tesla. Tesla est arrivé avec beaucoup moins de calculateurs. Il y en a 3 gros dans un Model 3, alors plus quelques périphériques, mais surtout une gestion logicielle complètement différente, avec des releases logicielles très très rapprochées, qui continuent à apporter de la valeur à la voiture. Alors ça peut être des releases, des corrections, ça peut être des ajouts de fonctionnalités importantes, comme la partie véhicule autonome, et ça peut être des petites fonctions. La dernière en date du Model 3, alors moi j'en ai pas de Model 3, mais elle aurait pu en intéresser certains, c'est le verrouillage de la boîte à gants par un code à 4 chiffres sur l'écran central. Ça paraît tout bête, ça n'a peut-être pas de valeur pour grand monde, mais n'empêche que pour un constructeur traditionnel avec une architecture traditionnelle, rien que de rajouter une fonction comme ça, c'est minimum un an de développement, incluant l'ensemble des validations. Et pour la valeur de cette prestation, finalement, il ne le fera pas. Et donc, ça le freine, en tout cas, sur la partie agilité. Et donc, Tesla a démontré qu'il était possible techniquement de faire autre chose, et ça, dans un contexte où le nombre de fonctionnalités requises par le marketing et par les clients augmente de plus de 10% par an. Donc, quand je dis fonctionnalités, c'est des fonctionnalités électroniques, hein, des prestations électroniques au logiciel, liées à la connectivité ou aux véhicules autonomes. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Et ça veut dire, pour les constructeurs traditionnels, de toute façon, là, il va falloir changer des choses pour pouvoir garder suffisamment d'agilité face à un Tesla que, je vous rappelle, est devenu la première capitalisation mondiale en termes de constructeurs automobiles. Et malgré des ventes à 335 000 unités par an qui sont ridicules, et la capitalisation boursière est énorme. Donc les constructeurs traditionnels doivent changer. Changer pourquoi, comment? Là, les sources sont plutôt concordantes. C'est-à-dire que pour pouvoir changer, il faut réduire le nombre de calculateurs.
Avoir des petites puissances de calcul réparties dans la voiture, ça n'a plus de sens, c'est trop compliqué à gérer. L'idée, c'est d'avoir le supercalculateur à tout faire. Bon, on n'en est pas là. Là, j'ai repris un exemple d'un Tier 1, hein, mais la plupart des Tier 1 ont à peu près la même vision, et la plupart des constructeurs aussi. On doit passer de véhicules entre 30 et 100 calculateurs à des centralisations alors plus ou moins rapides. L'échelle de temps et de complexité n'est pas forcément la même, ou la vision n'est pas forcément la même chez tout le monde, avec des centralisations d'abord par domaine. C'est ce qu'on voit arriver de manière la plus immédiate. Donc un domaine, ça peut être AD, ADAS, ou cockpit, ou powertrain, châssis ou body. Donc c'est par macro fonctionnalité, avec une première phase de consolidation et de réduction des coûts sur le hardware, qui impacte à la fois le volume et le poids. Et poids et volume sont devenus des enjeux majeurs pour l'automobile aujourd'hui. Et puis après, on a une déclinaison vers des architectures plus orientées services, avec encore des calculateurs séparés, ne serait-ce que pour de la redondance et pour la gestion de la safety, et des plateformes qui sont un peu plus ouvertes. Et puis la dernière étape, ce sera le supercalculateur avec une architecture 100% orientée service, contrairement aux architectures orientées signaux qu'on peut connaître aujourd'hui, et puis une architecture qui soit aussi modulaire à la fois sur la gamme véhicule et dans le temps. Ce sont deux contraintes que doivent gérer la plupart des constructeurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont des gammes relativement étendues et surtout ils ont besoin de faire vivre leurs architectures tout au long du cycle de vie du véhicule, et ça c'est un enjeu majeur justement pour maintenir la valeur résiduelle de la voiture. Si je reviens à la comparaison avec le smartphone je dirais, a défriché le terrain il y a déjà longtemps, en 2007 ou 2008 pour l'iPhone. Qu'est-ce qui a fait le succès du smartphone? Est-ce que c'est l'écran tactile? En fait, la réponse est non. Le bon smartphone était une combinaison de plusieurs choses qui sont arrivées en même temps. C'est d'abord un nouveau hardware qui permettait d'agréger un certain nombre de capteurs et d'actionneurs que vous voyez sur la gauche, qui sont spécifiques au smartphone. Un système d'exploitation permettant d'exploiter l'ensemble de ces capteurs et de ces actionneurs, ou en tout cas cet IHM. Mais surtout, c'est le store. C'est le store, la révolution du smartphone. Parce que le store a permis à n'importe qui de développer des apps et donc d'exploiter les ressources disponibles et créées par le smartphone. Et donc, en exploitant l'ensemble de ces ressources, les développeurs d'apps peuvent ajouter de la valeur relativement facilement au smartphone. Alors, Candy Crush, c'est un truc tout simple, mais n'empêche que ça a une valeur énorme et ça a permis de générer beaucoup d'argent. La similitude avec la voiture, elle est assez simple à faire, je dirais, dans l'esprit. C'est-à-dire, la voiture a besoin de redévelopper un hardware qui soit agnostique, qui permette d'agréger un certain nombre d'informations de capteurs, d'actionneurs, avoir par-dessus un système d'exploitation plus ou moins complexe, une plateforme software embarquée, et qui nécessite par contre, à la place d'un store, ce ne sera pas vraiment un store pour gérer toute la voiture, mais c'est pour l'intégrateur d'avoir un certain nombre d'outillages qui lui permettent de développer et d'intégrer efficacement des prestations qui elles-mêmes auront accès à l'intégralité de la voiture. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ça paraît simple de faire la comparaison. Par contre, une voiture, ce n'est pas du tout comme un smartphone. Et ça doit prendre en compte un certain nombre de contraintes qui sont spécifiques à ce type d'objet. Le premier, c'est la safety. Un véhicule, c'est très dangereux. C'est mis dans les mains de n'importe qui. Alors, un smartphone, c'est pas dangereux, c'est mis aussi dans les mains de n'importe qui, mais la gestion de la safety est très importante. La cybersécurité, c'est un nouvel enjeu pour l'automobile maintenant qu'elle commence à être connectée. Alors, le smartphone le connaît déjà. Donc, on doit appliquer les principes de sécurité aux véhicules. La gestion du cycle de vie, on en a parlé, ce sont des véhicules qui vivent très longtemps, donc on doit gérer des cycles de vie beaucoup plus longs que le smartphone. Et puis des caractéristiques qui sont aussi complètement spécifiques aux véhicules, c'est la gestion du temps réel. Un véhicule a des contraintes de temps réel importantes, soit de synchronisation, soit de rapidité. C'est encore plus vrai quand on parle de véhicules autonomes. De performance économique. C'est-à-dire que faire des choses pour un prix exorbitant, c'est toujours facile. Le rendre accessible à n'importe qui paye sa voiture en moyenne 25 000 euros, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, je reviens à la gestion de la diversité.
à la fois sur des grandes voitures, des voitures bien équipées, pas bien équipées, et avec des équipements qui sont très très différenciés suivant le pays dans le monde dans lequel on se trouve. Au Brésil, les attentes ne sont pas les mêmes qu'en Russie ou en Europe. Et je cite volontairement pas ni le Japon ni les États-Unis, qui ont encore d'autres contraintes. Et donc, les constructeurs doivent s'adapter aux marchés locaux en termes de diversité sans redévelopper l'intégralité de leur électronique pour ces pays-là, enfin, pour l'ensemble en tout cas des pays. Donc, ça nécessite pour tous les constructeurs d'avoir une approche beaucoup plus modulaire et incrémentale que ce qu'ils font aujourd'hui. Modulaire sur la partie mécanique, c'est déjà engagé depuis longtemps. Sur la partie architecture électrique et électronique, c'est plus compliqué. Et quand on parle de centralisation, c'est encore plus compliqué puisque la modularité s'applique en bonne partie sur la partie logicielle, qui est un sujet beaucoup plus difficile à maîtriser et beaucoup moins palpable en tout cas que la partie matérielle. Donc, ça nécessite de repenser la voiture à partir d'un ensemble de Lego, de puzzles, là, de briques technologiques qui existent déjà. La plupart des briques technologiques, qu'elles soient matérielles ou logicielles, existent. Il faut, par contre, choisir les bonnes par rapport à son besoin, les configurer ou les assembler correctement, créer une plateforme. Ensuite, la customiser, c'est-à-dire déployer un premier set d'applications, de fonctionnalités, de monitoring, enfin de fonctionnalités qui permettent de la rendre accessible. Et par contre, une nouveauté, c'est la faire évoluer dans le temps. Donc, une fois qu'on a figé une électronique, les constructeurs auront besoin de la faire évoluer tant sur le plan logiciel, et c'est le plus facile, mais parfois aussi sur le plan matériel, en termes d'adaptation à des nouveaux capteurs ou à des nouveaux processeurs, par exemple, qui pourraient arriver et qui pourraient avoir un intérêt pour le constructeur. Et tout ça en maîtrisant en tout cas toutes les contraintes que j'évoquais sur le slide précédent, safety, maîtrise du temps réel, et surtout un coût maîtrisé. Quand je dis coût maîtrisé, il y a le développement, il y a surtout la validation. La validation est un enjeu majeur, c'est-à-dire que les constructeurs n'ont pas les moyens de faire des milliards de kilomètres pour s'assurer que, à la fin, le véhicule va être safe. Il faut trouver des méthodes un peu plus rationnelles pour réduire en tout cas le volume des validations qui n'arrête pas d'augmenter chez tous les constructeurs. Pour ça, on va rentrer dans un détail un peu plus technique des contraintes et des enjeux apportés par cette centralisation qui semble être un trend dominant et sur lequel on reviendra probablement pas en arrière. Et là, je vais laisser la parole à Paul pour rentrer un peu plus dans le détail sur les contraintes, les enjeux et surtout la manière dont Alcali perçoit ces contraintes, ces enjeux et ces opportunités. Paul ? Allume ton micro, merci. Ok. Donc du coup, effectivement, on va passer sur une partie un peu plus technique de la présentation. Et je vais commencer par présenter les différents défis techniques que tout ce qu'a présenté Laurent implique. Donc on l'a dit, déjà la valeur va venir principalement du logiciel, et les logiciels vont être développés par différents éditeurs avec différents processus de développement, et donc ça va nécessiter des moyens de spécification et de validation qui peuvent s'adapter à ces différents process pour permettre leur intégration côté constructeur. Après ça, ces différents logiciels, il va y avoir des niveaux de criticité mixtes. Par ça, on entend qu'un logiciel qui va être destiné à afficher des informations météo dans le cockpit va pas avoir les mêmes contraintes de développement que le logiciel qui va contrôler le déclenchement de l'airbag, par exemple. Donc ces différentes contraintes vont impliquer des besoins différents en termes de support d'exécution au niveau de l'architecture pour ces logiciels. Et donc, il va falloir que les architectures et les moyens de validation s'adaptent aux différentes contraintes des différents types de logiciels qu'il va y avoir dans les véhicules. Donc ça, c'est au niveau des logiciels, et après ça, il y a tout le contexte automobile qui vient rajouter de la complexité dans ces défis-là. Donc dans le contexte automobile, il y a pas mal de réglementations pour pouvoir mettre un véhicule en circulation. Il faut démontrer qu'un processus rigoureux a été déployé pour le développement dans le véhicule. Et donc ça nécessite des moyens d'intégration sûrs et sécurisés, et le contexte automobile, on l'a dit aussi, demande une possibilité de déployer rapidement les nouvelles solutions sur le marché.
Donc, c'est deux contraintes qui sont un petit peu antinomiques et qui posent un défi important. Et puis un peu dans le même esprit, il y a les attentes utilisateurs avec la demande croissante d'avoir un véhicule qui reste à jour au cours du temps. Et donc ça pose différents problèmes. Déjà le problème du déploiement à large échelle de ces mises à jour sur une flotte de véhicules qui est assez importante, en incluant toutes les problématiques de validation des logiciels qui vont être déployés à la volée. Et pour finir, le dernier point dur qu'on mentionne là sur le slide, c'est la notion de variante dans la gamme produit. Pour un même modèle de véhicule, il peut y avoir plusieurs variantes, et puis les mutations qui sont en cours dans l'industrie amènent à repenser aussi la notion de gamme. On peut s'attendre à avoir des véhicules d'entrée de gamme avec beaucoup de prestations complexes, ce qui est peu le cas aujourd'hui. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de la gestion des processus de développement, il va falloir prendre en compte cette diversité, et ça va nécessiter donc d'avoir des plateformes matérielles modulaires et partagées entre ces différentes variantes, et puis la possibilité de pouvoir réutiliser les composants pour pouvoir les intégrer dans des variantes de modèles pour les véhicules. Donc une vue d'ensemble du déploiement logiciel dans ce contexte-là, ça ressemble à ça, très simplifié. C'est avant tout des phases de conception assez rigoureuses en amont, et puis du déploiement qui peut se faire à deux niveaux. Déploiement directement sur véhicule, et puis déploiement aussi dans l'infrastructure cloud pour toutes les fonctionnalités qui vont être déportées du véhicule. Il peut y avoir une étape intermédiaire dans le cas d'update dans le déploiement, où on passe d'abord par l'infrastructure, et puis après ça, il y a un téléchargement over the air sur l'ensemble des véhicules en circulation. Et couplé à ça, un flow retour qui est de la donnée de validation, qui va permettre de s'assurer que l'ensemble de ces déploiements s'est bien passé, et que les différentes contraintes de sûreté et de sécurité sont respectées. Et puis donc en interne du véhicule, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais au global aussi, il y a la notion de s'assurer que la communication entre le véhicule et l'infrastructure va pouvoir être maintenue, et ne pas causer de problèmes dans le fonctionnement du véhicule, et pas mettre en danger ni les passagers ni les gens dans l'environnement. Donc nous, chez Alcali, on hérite de beaucoup de savoir-faire, entre savoir-faire du monde automobile, savoir-faire du monde de la recherche. On a donc notre approche par rapport à ces problématiques-là, c'est de coordonner les développements et l'exécution des prestations véhicules avec du logiciel embarqué. Donc ce logiciel embarqué, on l'appelle Récif. Le contexte dans lequel on est, c'est qu'on a donc différents producteurs de logiciels et de composants logiciels qui vont être déployés sur des stacks logiciels provenant de différents fournisseurs, avec différents types d'OS, l'hétérogénéité dont je parlais tout à l'heure, des OS plus orientés multimédia, des OS plus orientés safety. En fonction de l'architecture matérielle, ces OS vont être soit seuls sur un calculateur, soit partager le calculateur à travers une couche hyperviseur. Et donc, il y a un besoin de coordination entre ces systèmes pour avoir une vue un petit peu globale et coordonner le fonctionnement des composants logiciels sur la plateforme. Et donc, pour nourrir en gros ce logiciel embarqué avec de l'information sur comment c'est censé fonctionner, on s'appuie sur une méthodologie outillée de conception formelle dans laquelle on va pouvoir faire une spécification des prestations et du logiciel. On va y rentrer différentes exigences temporelles, des modes de fonctionnement différents pour les logiciels. Je vais rentrer un petit peu dans le détail dans la suite. Et donc ça, ces informations-là vont constituer une spécification qu'on va pouvoir analyser dans nos outils et faire de la preuve formelle de propriété sur cette spécification. Et donc déjà, avant même de se lancer dans un processus de développement plus avancé, de s'assurer qu'on a une spécification qui est robuste et correcte. Donc sur la base de cette spécification-là, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est de fournir des rapports de validation formels qui vont être très utiles dans les processus de qualification du projet. Et puis s'appuyer aussi sur cette spécification pour permettre de faire de l'évaluation et du dimensionnement de plateforme. Donc choisir des composants, choisir des OS, choisir des plateformes matérielles, les comparer sur des métriques à la fois estimées ou récupérées d'informations de benchmark.
Le troisième volet important autour de l'outil Filia, c'est la possibilité de générer des contrats d'implémentation qui vont permettre, dans la relation entre intégrateurs et puis développeurs et fournisseurs de logiciels, de donner un cadre précis aux activités de développement pour permettre de faciliter par la suite les activités d'intégration au sein de la plateforme. Donc sans plus attendre, je vais passer sur le détail en commençant par parler de l'outil Filia, qui est une suite d'outils d'ingénierie logicielle dans laquelle on va pouvoir identifier les contraintes globales de communication et de synchronisation du système à intégrer, avec une traçabilité automatisée des exigences en allant de la spécification jusqu'à l'intégration, donc toutes les activités au long du cycle de développement. Va y avoir des checkpoints qui vont permettre de suivre de lier les différentes activités à des exigences au niveau, et puis avec un support automatisé pour le déploiement et l'intégration. Et donc ces deux volets-là, ça va permettre la génération de rapports de sûreté depuis des analyses formelles pour faire la preuve que le processus de développement a suivi une approche rigoureuse. Dans un deuxième temps, il y a un deuxième aspect, c'est la gestion de bibliothèques de composants. L'approche de spécification, c'est une spécification d'interface générique pour les composants logiciels, dans le sens où on va rester à un niveau d'abstraction assez haut pour permettre de décrire le composant des logiciels sans forcément rentrer dans des détails trop précis d'implémentation. Et ces interfaces-là, on va valider l'ensemble du système avec une approche compositionnelle. On va commencer par valider les éléments individuellement, et puis c'est le fait de les mettre ensemble qui petit à petit va construire la validation du système global. Donc cette approche-là, ça permet une validation du code historique et du code développé en interne ou en externe, indépendamment des moyens mis en œuvre pour leur développement. Et ça parce que finalement, on limite les activités de validation à cette enveloppe d'interface générique pour les composants. Et le deuxième aspect, c'est avec la notion de validation compositionnelle, ça va permettre une réutilisation des composants validés. Donc ensuite, sur le dernier aspect, c'est la gestion des variantes de produits. Il y a une spécification et analyse des différentes versions de produits qui vont permettre de couvrir la gamme avec des compromis de coût et de qualité. Et puis, un autre aspect de variation qui va être la spécification et l'analyse des modes de fonctionnement. Les fonctions qu'on utilise quand on est en train de faire une manœuvre parking ne vont pas être les mêmes que quand on roule sur autoroute. Et donc, de permettre par analyse et par dissociation de ces différents modes et gestion des transitions, la mutualisation des ressources matérielles pour avoir une architecture mieux rentabilisée, plus efficiente. Donc les activités dans l'outil, elles se répartissent sur l'ensemble du cycle, avec une modélisation dans un langage graphique des interfaces de communication et de synchronisation. Donc avec une conception qui va de la fonction jusqu'au composant logiciel en faisant la gestion des variantes de produits dans la gamme, et des vérifications de consistance de ces contraintes et interfaces. On vérifie à l'échelle du système entier que toutes les contraintes qu'on a exprimées sont compatibles entre elles. Et dans le même langage, on fait la description de modes de fonctionnement et des états sûrs du système avec une sémantique formelle pour les transitions entre mode et état. Et on applique des vérifications de l'exhaustivité de la définition de ces modes de fonctionnement et des états sûrs des transitions. Et puis la cohérence, s'assurer qu'il n'y a pas des transitions qui amènent un composant dans un état où il n'a pas de configuration pour réagir. Une fois qu'on a une spécification robuste à travers ces différentes vérifications, on peut faire de l'évaluation de performance sur des cibles alternatives avec des tests d'ordonnancement et des évaluations de taux d'usage de ressources sur une plateforme. Et une fois que les designs sont figés, on peut faire la génération de fichiers d'intégration. Donc quand on pense par exemple à des plateformes comme AutoSAR, on peut faire la génération des fichiers ARXML qui décrivent les applications, les différentes machines à intégrer sur la plateforme. Et un autre aspect que je vais détailler dans les slides suivants, qui est la génération de code de monitoring.
qui va nous permettre de faire de l'extraction de traces d'exécution. Donc quand on va avoir les différents softwares qui vont être implémentés et qu'on va commencer à les intégrer sur plateforme, on va pouvoir extraire des traces d'exécution dans les différents tests. Ça va permettre d'extraire des événements qui sont liés à la spécification formelle et des événements aussi qui décrivent des déviations du comportement qui avait été spécifié au départ. Donc ces traces, on peut les rejouer dans l'outil un peu comme dans un débugger classique avec un rejeu pas à pas des zones d'intérêt. Et l'outil peut faire une comparaison automatique de ces traces par rapport au comportement valide, donc de déterminer les zones où les composants intégrés ont dévié de la spécification formelle pour pouvoir analyser en détail et corriger éventuellement les erreurs trouvées. Et donc ça, en gros, c'est utilisé pour faire du test en opposition entre les composants software et puis le système intégré vis-à-vis de sa spécification qui vient du plus haut niveau de spécification et pouvoir donner des preuves formelles de conformité du comportement du système sous test vis-à-vis de sa spécification à haut niveau. Donc ça, c'est pour la partie outils et donc pour la partie logiciel embarqué qui s'appuie en partie sur la partie outillée. La plateforme embarquée, le premier point, c'est que notre approche, c'est de construire la plateforme à la base de composants standards à la carte. Donc on ne propose pas un choix de composants figés. On pense que la bonne façon de faire, c'est de laisser les choix des différents OS ou hyperviseurs à intégrer dans la plateforme à l'intégrateur et de construire la plateforme autour de ça. Donc ça permet une adaptation des supports d'exécution aux besoins des logiciels parce que en fonction des besoins, on va choisir tel ou tel OS, on va choisir telle ou telle plateforme, tel middleware pour la communication. Et puis ça laisse un choix ouvert à l'intégrateur de ses fournisseurs de plateformes. Le deuxième volet, c'est la supervision localisée des composants unitaires. Donc ça va permettre de faire une vérification en ligne du respect des contraintes formelles qui ont été spécifiées pour les composants et d'appliquer des politiques de repli configurables en cas de déviation de cette spécification formelle. Donc ça va permettre une orchestration légère des interactions intersystèmes au niveau global dans la plateforme et de limiter l'impact de fautes locales par des composants au niveau global, en particulier des composants qui vont avoir été développés avec beaucoup moins de contraintes. Ça va permettre de les intégrer et même si ils ont des déviations par rapport au comportement attendu, de les limiter dans une enveloppe qui correspond au comportement qui leur était spécifié. Et un autre point important, c'est la supervision, elle est faite en transparence du point de vue des composants. J'explique ça dans le slide suivant. L'idée, c'est de permettre au code de ne pas avoir besoin de faire des appels spécifiques liés à cette supervision et que le code puisse être utilisé tel quel. Donc ça permet le support du code historique qui, sans modification, peut être monitoré, et puis également du code développé en interne ou en externe, sans imposer l'utilisation d'API particulières aux fournisseurs de logiciels. Et le dernier volet, c'est la génération des traces d'exécution dont j'ai parlé, qui va permettre la validation automatisée des implémentations dans l'outil. Donc plus en détail, la supervision locale des composants et les politiques de repli, ça va permettre par agrégation de ces comportements locaux validés, l'émergence de propriétés globales au système et de démontrer que le système globalement est correct quand chacune de ces parties se comporte comme spécifié. Donc en gros, chaque composant software a un petit moniteur qui est accroché. Les composants software font des appels transparents à leur API de communication. Et il y a une vérification de validité qui est faite des appels par le moniteur qui va transférer les appels valides à la plateforme. Et dans l'autre sens, la plateforme va superviser l'arrivée des entrées attendues par les composants et puis les transférer si elles sont disponibles ou mettre à disposition des valeurs par défaut configurables dans le cas où une donnée qui était attendue n'est pas arrivée à temps. Et donc ces moniteurs-là vont chacun individuellement produire du log qui vont être les traces d'exécution utilisées dans l'outil Orline pour la validation. Et donc le dernier point sur ce qu'on propose chez Alkali, c'est une architecture d'évaluation pour répondre à différents besoins, des besoins d'évaluation de plateformes logicielles ou de plateformes matérielles
ou d'algorithmes de calcul et comparer leurs performances en réel sur une plateforme qui a été construite avec les contraintes du monde automobile et les supports de communication qui sont utilisés ou qui sont envisagés comme faisant partie des architectures de demain pour les véhicules. Donc voilà pour la présentation un petit peu de ce qu'on fait dans ce contexte-là. Je vais repasser la parole à Laurent merci. pour la conclusion. Ouais. Merci Paul. Merci. Juste sur ce slide-là, quand même, on vous a présenté un certain nombre de choses. On a développé nos propres hardware, et notre propre infrastructure logicielle. C'est-à-dire qu'on ne développe pas que du slide. On enrichit tous les jours le catalogue de compatibilité, puisque comme a dit Paul, on ne développe pas d'OS, on ne développe pas d'hyperviseur. Il y en a déjà plein sur le marché qui ont chacune leur intérêt, leurs caractéristiques. Nous, on développe juste une habilité à les faire travailler ensemble de manière efficace. Et donc, on enrichit le catalogue tous les jours et ça nous permet aussi d'avoir une plateforme pour faire de l'évaluation de technologie ou de la comparaison de technologie, que ce soit du processeur, que ce soit du réseau ou des applicatifs, de dire est-ce que mon applicatif tourne mieux sur tel type de processeur ou tel autre. Voilà, donc on a développé tout ça en interne. On n'est pas vendeur d'infrastructures matérielles. Il y a des fournisseurs qui sont très bons sur le sujet. Il n'empêche qu'on se devait de développer notre propre plateforme pour pouvoir étudier maturer notre logiciel de manière efficace et surtout rester toujours à l'état de l'art de l'ensemble des technologies. Et par rapport à certains fournisseurs notamment, on pense quand même avoir un certain degré d'avance sur la maîtrise de ces technologies. Merci Paul pour cet aspect technique. D'ailleurs, il y en a une juste tout de suite. Est-ce que les interfaces de communication utilisent IPv6 ? Dans l'Ethernet, ça se fait ça, là, Paul. Il va falloir que ce soit toi qui répondes parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Non, Paul est parti. Tant pis, je vais conclure et puis on reviendra à la partie question-réponse. Le temps de reprendre le micro, on fera le mode question quand tu auras fait la conclusion. Ouais, je vais d'abord conclure à ce moment-là. Je vois que... Hop, merci. La conclusion pour nous, c'est que je pense que c'est évident. Enfin, il y a beaucoup d'évidence. Je pense qu'on défonce des portes ouvertes, mais l'électronique automobile et l'ensemble de l'écosystème va subir des transformations profondes dans les 10 ans à venir. Tout le monde va devoir changer, s'adapter et faire différemment d'aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup d'agilité, et c'est un mot, je pense qu'il ne faut plus utiliser, c'est déjà trop tard, mais en tout cas, on aura besoin de changer des choses. La centralisation, c'est une tendance de fond, et je veux dire, ce n'est pas nous qui revendiquons que la centralisation va tout changer, je pense que tout le monde l'a déjà compris depuis très longtemps. C'est une tendance de fond, c'est bien ça qui va révolutionner la manière de développer l'électronique des automobiles. Ça doit passer par une dissociation des processus de développement matériel et logiciel. Et ça va permettre de gagner justement en agilité et de gérer différemment les cycles de vie. Matériel logiciel permettra d'ajouter les prestations en cours de vie des véhicules. Donc ça, c'est une tendance de fond et c'est très important. Malgré tout, pour y arriver, il faut être capable de maîtriser et d'être efficace dans l'intégration de l'ensemble du logiciel sur le matériel. Et ça, c'est bien la clé de la performance et c'est la difficulté d'aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des voitures autonomes ont toujours des PC industriels embarqués dans le coffre et qu'il y a peu de solutions embarquées qui soient efficaces sur tous les domaines. Il y a aussi, et le dernier sujet qu'on souhaite évoquer, parce que nous, on est vraiment attachés à ça, c'est le maintien de l'écosystème et des technologies qui sont relativement riches et qui existent. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas aujourd'hui un industriel disant « je vais prendre à mon compte l'intégralité du développement et de l'industrialisation de l'électronique pour toutes les voitures du monde ». Il y a un tissu d'équipementiers, de savoir-faire qui est très riche. Il y a un tissu de producteurs d'applications qui existent ou qui sont en train d'arriver et qui est encore plus riche. L'intérêt pour tout le monde, et notamment pour les clients et les utilisateurs qu'on est tous, c'est de trouver la bonne façon de travailler ensemble pour apporter le plus de valeur possible à un coût le plus faible possible, accessible à l'ensemble de la population mondiale.
Et c'est bien l'accès à l'écosystème ou le maintien de l'écosystème qui permettra d'accélérer la digitalisation des véhicules. C'est pour ça que nous, chez Alcali, on travaille principalement sur la manière d'intégrer plus efficacement du logiciel hétérogène sur du matériel le plus banalisé possible. Voilà, merci pour votre attention. On a encore quelques minutes là pour la partie questions-réponses. Il y en a déjà une de posée, donc là, Paul, tu vas pouvoir prendre cette question-là. Et n'hésitez pas à écrire vos questions dans la partie en bas à droite. Ouais. Ce sera un plaisir d'y répondre ou d'échanger avec vous sur le sujet. Yes. Alors du coup, la question, elle est intéressante. Question sur les interfaces de communication. Est-ce que ça utilise IPv6 ou pas? Donc nous, ce qu'on fait, on est agnostique à ces choix-là. Ça, c'est un choix qui va être fait au niveau de l'architecture réseau. Il y a différentes raisons de le faire ou pas. Nous, ce qu'on propose, c'est dans nos outils des moyens éventuellement de comparer les performances des différentes solutions et de générer les fichiers avec les configurations qui ont été choisies, mais on fiche pas un choix particulier comme ça. On réfléchit surtout sur l'intégration des composants logiciels et leurs interactions et le protocole particulier qui est utilisé pour les échanges entre composants. Ça reste un choix de l'intégrateur et lié aux différentes contraintes de son système. Donc on est capable de supporter des interfaces de communication en IPv4 ou en IPv6. C'est pas une préoccupation qui va impacter ce qu'on fait et les différentes analyses et les différents résultats d'analyse qu'on fournit. On essaie toujours d'être agnostique de la technologie, on dit juste qu'on doit être compatible. Ouais, de rien. C'est vrai que ne pas avoir d'interaction avec les gens qui posent des questions, c'est un peu perturbant. On a une nouvelle question. Voilà, donc nouvelle question de Philippe. Donc, comment est pris en compte l'ordonnancement calculateur OS tâche et celui du réseau TSN par exemple, et comment sont définies, vérifiées les garanties temps réel? Alors, il y a plusieurs questions en une, c'est bien. Donc, comment est pris en compte l'ordonnancement calculateur et celui des réseaux? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est de l'évaluation de performance et de l'évaluation de faisabilité. Donc, on fait un test d'ordonnancement qui va pas être aussi précis que celui qu'on pourrait faire avec une définition extrêmement précise de l'ordonnanceur sur un calculateur particulier. En gros, on se base par exemple pas sur des worst case execution time, mais plus sur des budgets de temps qui sont alloués aux composants. Alors là, il y a différents avantages à fonctionner comme ça. Il y a des inconvénients aussi, c'est qu'effectivement, c'est pas un test d'ordonnançabilité qui donne une garantie 100% de l'ordonnançabilité sur le système. C'est une évaluation de performance pour comparer des designs candidats et aller plus loin dans l'évaluation. Après ça, on encourage d'utiliser des outils spécifiques pour un OS particulier, pour une cible particulière, pour raffiner cette analyse-là. Nous, c'est plus une approche globale, holistique sur le système. Donc là, la prise en compte en gros de cet ordonnancement-là, aujourd'hui, on ne descend pas à ce niveau de détail. On fait une analyse de performance à haut niveau. Et donc, comment sont définies et vérifiées les garanties temps réel? Il y a différents niveaux de vérification et de définition. Donc, le premier niveau de définition, c'est des définitions de contraintes de périodicité et de latence bout en bout dans la spécification formelle à haut niveau. Donc là, on va déjà faire une première vérification de propriété, de cohérence vis-à-vis des périodicités, vis-à-vis des latences qui sont exprimées. Est-ce que déjà il n'y a pas d'incohérence sur la causalité des événements quand ils sont décrits à haut niveau? Ensuite, la deuxième étape, c'est l'évaluation de performance dont je parlais, donc qui reste une évaluation de performance gros grain pour donner déjà une estimation du comportement sur une cible donnée. Et puis après, va y avoir la vérification sur les parties test où à l'aide des traces d'exécution, on va pouvoir extraire de la métrique sur comment se sont comportés les composants. Les plus critiques, a priori, ne devraient pas avoir de violation de deadline parce que les processus de développement spécifiques à ces OS vont permettre de réduire ces
ces manquements d'échéance. Par contre, sur tous les autres composants qui vont tourner sur des plateformes beaucoup moins contraintes, ça va permettre de récupérer de la métrique sur leur comportement et la tenue des échéances plus molles dans le système. Ouais, l'intérêt, c'est de gérer des environnements hautement hétérogènes avec des OS qui sont hyper temps réel très durs et des OS qui sont en type Linux qui sont en temps réel pas très durs. Et qui sont parfois d'ailleurs sur le même calculateur ou parfois même répartis sur plusieurs calculateurs, voire même potentiellement en dehors de la voiture. L'intérêt aussi, c'est d'avoir des systèmes qui soient beaucoup plus larges que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à la question. On invite la personne, Philippe typiquement, à nous dire si ça a répondu à la question. Ok, super. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. En attendant les prochaines questions, je voulais simplement vous dire comment vous pouvez récupérer, télécharger les slides que nos intervenants ont été OK pour mettre à votre disposition. Donc, merci beaucoup. Ouais, je fais juste une remarque avant. Oui. Sur le dernier slide qu'on n'a pas passé d'ailleurs, il y a nos adresses mail si vous voulez nous contacter. On est joignable sinon sur LinkedIn, bien entendu. Voilà, donc vous retrouverez en tout cas nos adresses mail si besoin, si vous êtes intéressé pour poursuivre la discussion. Voilà, donc déjà là, vous avez les mails. Voilà, vous avez les mails dans le PDF. Alors, on a une question qui vient d'arriver dans le chat, de Philippe, toujours. Ouais. Du coup, oui, il y a un lien assez lointain, c'est un héritage. Donc, dans mes premiers travaux, j'ai travaillé sur PsyC au CEA. Du coup, la différence, le langage qu'on utilise, dans un sens, a des petites similitudes. Donc, c'est pas un langage de programmation déjà, c'est un langage graphique. C'est orienté flot de données avec des contraintes, des contraintes temps réel et puis des gestions de mode qui ont été rajoutées. La grosse différence, c'est que PsyC, c'est vraiment orienté très temps réel, c'est du time triggered, tout est très rigide dans la description du système. Donc c'est très adapté pour les systèmes temps réel dur. Par contre, là, on est dans des systèmes à criticité mixte et il y a un besoin de pouvoir exprimer des comportements un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus asynchrones. Là, en gros, il y a des publications qui ont été faites sur le langage formel sur lequel on se base. Donc sur ma page LinkedIn, il doit y avoir les liens vers les publications. C'est les dernières là de 2019-2020 et qui donnent un petit peu de détails justement sur la différence et le différenciant de ce modèle formel par rapport à l'état de l'art. Merci de cette réponse. Donc, on a une autre question de Rémi. L'ambition d'Alkali est-elle de manager en propre le développement, intégration, validation des différents composants logiciels ou de simplement fournir la plateforme, les outils pour le faire? Bonjour Rémi déjà. Une startup et notre technologie aujourd'hui, elle est là pour accompagner l'intégrateur, et donc celui qui va faire l'intégration, enfin le développement, l'intégration et la validation des différents composants logiciels. Donc on estime aujourd'hui que le constructeur ou le tier 1 intégrateur continuera de faire cette activité et n'a pas forcément un intérêt business très fort de le lâcher aujourd'hui. Notre positionnement, c'est bien de fournir des outils. Après, si jamais on reste quand même capable de développer tout ça en interne, puisqu'on a besoin de maîtriser l'ensemble du cycle de validation pour pouvoir proposer la meilleure manière d'apporter les bons outils au bon moment. On garde cette compétence en interne, mais on ne prévoit pas de remplacer l'activité propre de l'OIM, sauf sur demande express. Mais aujourd'hui, on ne la voit pas forcément poindre. Peut-être que certains constructeurs chinois seraient intéressés, mais aujourd'hui, on n'a pas travaillé ce sujet-là. Pour compléter la réponse, ce qui est sûr, c'est que le développement des composants logiciels, ça, je pense qu'on peut dire qu'on est sûr que c'est pas du tout notre cœur de métier. Par contre, l'intégration et la validation, comme disait Laurent, on peut apporter un support, mais en tout cas, on le prendra jamais en propre. On le prendra jamais. En tout cas, c'est pas notre philosophie d'aujourd'hui. Et une autre remarque pour aller plus loin.
Nous ne sommes pas développeurs d'applicatifs, c'est-à-dire qu'il restera de toute façon des développeurs d'applicatifs. Nous, on cherche juste à faire l'intégration la plus optimisée possible de l'ensemble de ces applications hétérogènes. Fournir des moyens de justement de pouvoir gérer la complexité de l'intégration de ces systèmes-là. Aujourd'hui, c'est des enjeux techniques qui sont sans précédent. Et donc, on apporte une expertise et des solutions pour accompagner dans la gestion des problématiques de validation et d'intégration avec une plateforme et des outils. Bon, dans 10 ans, on aura peut-être changé d'avis, hein, mais aujourd'hui, on se voit pas prendre en main toute cette partie-là. On a dépassé un peu le temps, on a encore le temps. Enfin, je ne sais pas s'il y a une contrainte derrière. On peut prendre encore On une ou deux peut questions. prendre encore quelques questions, je pense, si vous en êtes d'accord. En attendant qu'elles soient en cours, puisqu'elles sont en cours d'être posées, j'ai l'impression, je vous dis juste comment vous pouvez télécharger les différents supports. Donc là, je suis en train de vous partager mon écran. Et vous voyez qu'en haut à droite, vous avez un tableau d'événements qui vous donne des informations sur le webinaire en cours et aussi vous permet d'accéder aux fichiers partagés. Donc, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour récupérer les slides en PDF qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Voilà, et on va pouvoir passer à la question d'Alexandre. Des activités aux organismes de développement de standards, avez-vous de telles activités ou avez-vous besoin de ce type d'activité? Alors, c'est un petit peu, là on est un petit peu entre deux. Donc dans le cadre du projet FACE, on a pas mal participé et récupéré de l'information aussi sur le développement de standards AutoSAR, en particulier la version adaptive avec le nouveau standard. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on envisage. On n'en a pas parlé, je crois, hein, mais la startup a été créée en juillet. Donc on a un démarrage assez intense et c'est des activités qui sont en pause pour l'instant, mais c'est quelque chose qu'on garde à l'esprit et c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'on fait. Donc la notion de s'intégrer dans des standards, de ne pas bousculer les API existantes, les différentes choses qui sont spécifiées, on adapte nos solutions aux standards et pas l'inverse. Donc ça c'est un peu la réponse générale à cette question-là. La promotion de standards nous intéresse, l'implication dans les standards nous intéresse. Aujourd'hui, effectivement, la force de frappe ne nous permet pas de passer énormément d'énergie sur ce sujet et on espère pouvoir y consacrer plus de temps dans les semaines et les mois qui viennent. Et on est tributaire d'un certain nombre de standards, bien entendu, hein, qu'on prend comme tels et sur lesquels on doit s'adapter. Merci pour cette réponse. Donc, on va laisser un petit peu nos participants nous poser les questions qu'ils souhaitent s'ils en ont encore. Donc, je pense qu'Alexandre est très content de votre réponse. Bon, super. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà, donc si vous avez des questions dans le chat, c'est vraiment le moment de les poser. Si on n'a plus de questions, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous nos participants de vous être connectés et d'avoir été actifs dans le webinaire. Merci Laurent, merci Paul. On remercie aussi Yann qui était là tout à l'heure mais qui a dû partir. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci de votre participation et on vous dit à très bientôt pour un prochain événement Carnoto. Vous serez informés. Merci à tout le monde, merci pour le temps passé. À bientôt. À bientôt. Merci à tout le monde et puis n'hésitez pas à rester en contact LinkedIn ou par mail avec les contacts si vous avez d'autres questions pour la suite. Dites-nous si ça vous a plu ou pas. Voilà, on ne va pas couper la salle. Vous avez le temps de nous écrire des messages si vous souhaitez encore interagir avec les intervenants. On va juste déconnecter si vous le souhaitez vos caméras et vos micros. On laissera la salle encore ouverte quelques instants. Merci à tous. Merci à tous. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.